Quand la robe de velours écarlate se resserre une dernière fois, les côtes d'Isabelle se brisent avec un craquement sec, comme des branches mortes. Dans le miroir du grand hall du palais Garnier, on la voit debout au milieu du bal, souriant radieusement comme si de rien n'était. Mais quand la lueur des bougies l'éclaire, on découvre que son ombre n'est pas celle d'une femme, mais d'un squelette suspendu dans le vide. Le choker de rubis à son cou brille violemment, et dans cette lumière, on entend un murmure. « Tu es à moi maintenant. » Et Madame Fontaine, la plus proche, reconnaît cette robe comme celle qu'elle portait en 1889, la nuit où elle mourut étouffée sur scène. 3 mois plus tôt, quand Isabelle ne savait pas encore qu'il existe des robes qu'on ne devrait jamais porter. Boutique d'antiquité rue de Rivoli. Lumière d'après-midi filtrant à travers les vitres jaunies, Isabelle entre comme attirée par quelque chose. Elle cherche une tenue pour sa première répétition au Palais Garnier. Un petit rôle, mais l'opportunité de sa vie. La propriétaire la regarde longuement. Puis ouvre lentement une porte en bois menant au sous-sol, où les robes spéciales sont conservées. Elle descend les marches de pierre glacée. L'odeur de moisi mélangée à celle de roses séchées, fanées depuis longtemps, emplit ses narines. Et puis elle la voit, suspendue au centre du sous-sol, sous des bougies scintillantes. La robe de velours rouge parfaite, à ne pas croire. Isabelle s'approche. Sa main tremblante touche le velours, doux comme de la peau humaine, chaud comme s'il conservait une température corporelle. La propriétaire se tient derrière elle, voix grave. Cette robe n'est destinée qu'à celles qui savent retenir leurs paroles. Mais Isabelle n'entend rien. Elle se voit seulement rayonner sur scène dans cette robe. Ce soir-là, dans sa petite chambre, Isabelle essaie la robe pour la première fois, devant le grand miroir près de la fenêtre. La robe épouse son corps parfaitement, chaque courbe mise en valeur, comme si elle avait été cousue sur mesure pour elle. Elle sent quelque chose changer, pas seulement son apparence, mais sa façon de se tenir, de respirer, de regarder. Et étrangement, elle entend une petite voix dans sa tête. « Tu es plus belle que toutes les autres maintenant. » Le lendemain matin, Isabelle entre au Palais Garnier avec la robe rouge et tous les regards convergent vers elle. Le directeur artistique, M. Beaumont, qui ne l'avait jamais remarqué, s'arrête au milieu du couloir, la fixant sans cligner des yeux. Il s'approche, voix grave. « Qui êtes-vous pour que je ne vous ai jamais remarqué auparavant ?» Isabelle sourit, un sourire confiant qu'elle n'a jamais eu, et répond « J'ai toujours été là, monsieur. » Depuis ce jour, à chaque répétition, Isabelle porte la robe rouge, et à chaque fois, elle reçoit plus de compliments. Mais ce qu'elle ne remarque pas, c'est qu'à chaque compliment, le choker de rubis à son cou brille un peu plus. Et la robe, la nuit quand elle l'enlève, le velours semble plus chaud, plus doux, comme s'il respirait. Une nuit, en accrochant la robe dans l'armoire, elle entend un murmure très bas. « Ne laisse personne être plus belle que toi. » Isabelle secoue la tête, pensant qu'elle est fatiguée. Mais depuis, elle commence à remarquer comment les gens regardent d'autres femmes. La semaine suivante, une nouvelle actrice nommée Céline rejoint la troupe. Jeune femme magnifique, aux cheveux blonds brillants. Lors de la première répétition, Céline chante un passage d'aria, voix claire et cristalline, et tout le monde applaudit chaleureusement. Isabelle sent le choker à son cou se resserrer légèrement, mais quand elle le touche, il est aussi lâche que d'habitude. Ce soir-là, dans la loge, Isabelle entend les rires de Céline et Beaumont dans le couloir. Elle sort, voit Beaumont debout, très près de Céline, riant en lui disant quelque chose.
et Céline rit en réponse. Isabelle sent le sang monter à son visage, cœur battant fort, et une voix dans sa tête murmure « Elle ne le mérite pas ». Elle retourne dans sa loge, claque la porte, s'assoit devant le miroir, voit le choker de rubis briller intensément dans l'obscurité. Depuis lors, chaque fois que quelqu'un complimente Céline, Isabelle sent la robe rouge se resserrer un peu plus. Mais personne ne le remarque. Une nuit, Isabelle ne peut pas dormir. Elle descend au sous-sol du Palais Garnier où sont conservés les costumes des acteurs défunts. Elle trouve un vieux registre d'historique des acteurs et dedans se trouve le nom Marguerite Fontaine, 1889, décédée sur scène. En dessous est écrit « Étouffée par la robe de velours rouge, le corsage s'est resserré, après 100 compliments en une nuit. » Isabelle lève la tête, voit dans le coin sombre un grand portrait encadré noir. Une femme en robe rouge, debout sur scène. Au cou de la femme dans le portrait, elle porte un choker de rubis identique à celui qu'Isabelle porte actuellement. Isabelle recule précipitamment, pied trébuchant sur une vieille caisse en bois. La bougie tombe, et dans l'obscurité, elle entend un bruissement de robe derrière elle. Le lendemain est le soir de la représentation officielle. Isabelle décide de ne plus porter la robe rouge. Elle choisit une robe bleue simple. Mais quand elle sort de sa chambre, le choker de rubis apparaît naturellement à son cou. Et elle ne s'en rend pas compte. Au théâtre, quand Isabelle monte sur scène dans la robe bleue, Beaumont arrête la musique, la regarde avec déception. « Où est la robe ?» Isabelle répond. « Je voulais essayer un autre style. » Mais Beaumont secoue la tête. « Non, vous n'êtes parfaite que dans la robe rouge. » Et depuis les sièges sombres de l'auditorium, un murmure s'élève. « La robe rouge, la robe rouge. » Les voix sonnent plus comme des chuchotements fantomatiques que comme des paroles humaines. Isabelle retourne en tremblant aux coulisses, ouvre l'armoire à costumes et voit la robe rouge déjà là, bien qu'elle l'ait clairement laissée chez elle. Elle enfile lentement la robe et immédiatement sent qu'elle étreint son corps, plus serré que jamais. Le choker de rubis à son cou brille intensément et elle entend clairement la voix de Marguerite. « J'ai attendu si longtemps. » Isabelle monte sur scène. La foule applaudit chaleureusement. Et à chaque salve d'applaudissements, elle sent la robe se resserrer un peu plus. Céline, debout dans les coulisses, regarde Isabelle et dit doucement « Vous êtes magnifique. » Et immédiatement, la robe se resserre plus fort. Beaumont, depuis l'auditorium, applaudit aussi, criant « Magnifique !» Et les côtes d'Isabelle craquent. Elle essaie de marcher vers les coulisses, mais la robe rouge l'attire vers le centre de la scène, comme si elle avait sa propre volonté. Les lumières de scène brillent fort, et dans cette lumière, on voit que l'ombre d'Isabelle n'est pas une, mais 2 ombres superposées. Le public commence à chuchoter. Certains pointent du doigt l'ombre, mais continuent d'applaudir car personne n'ose s'arrêter. Isabelle sent l'air se raréfier progressivement, mais la voix de Marguerite dans sa tête dit « Accepte-les, j'en ai besoin de plus. » Et puis, l'horrible se produit. Beaumont se lève les mains en criant « Bravo! La plus belle performance que j'ai jamais vue !» Tout le public s'élève pour applaudir. Les applaudissements comme le tonnerre. Et chaque battement de main est un resserrement sur les côtes d'Isabelle. Isabelle s'effondre à genoux, main essayant de tirer la robe, mais le velours colle à sa peau, comme s'il avait pénétré son corps. Elle regarde son corps, voit que le tissu de la robe a absorbé du sang. Le rouge de la robe est maintenant le rouge de son sang. Le choker de rubis commence à chauffer,
brûlant la peau du cou, odeur de chair brûlée se répandant. Mais elle ne peut pas l'enlever. Beaumont monte sur scène, applaudissant chaleureusement, s'approche et dit « Isabelle, vous êtes parfaite !» Et elle entend ses côtes se briser à nouveau. Puis elle tombe sur le sol, allongée sur le dos, regardant le plafond du théâtre, le lustre en cristal scintillant lointain. Céline court vers elle, s'agenouille, crie « Isabelle !» Mais c'est trop tard. L'air ne rentre plus dans ses poumons. Au dernier moment, Isabelle voit Marguerite Fontaine debout à côté d'elle, vêtue de la robe rouge, souriant et murmurant « Maintenant, la robe est à toi. » Quand l'équipe médicale arrive, la robe de velours rouge se relâche soudainement. Isabelle expire, yeux toujours ouverts, regardant le plafond. Et étrangement, sur le corsage, il n'y a plus une goutte de sang. Le rouge de la robe reste intact, éclatant, comme si personne ne l'avait jamais porté. Quand les côtes d'Isabelle se brisent avec un craquement sec, comme des branches mortes, c'est le moment où le choker de rubis absorbe complètement sa force vitale. Une semaine plus tard, la police scelle le palais Garnier pour enquêter sur la mort d'Isabelle, mais ne trouve aucun signe de crime. Beaumont doit fermer le théâtre. Il est assis dans son bureau, tenant un verre d'alcool, regardant la robe rouge suspendue dans le coin sombre. Il appelle la propriétaire de la boutique d'antiquités rue de Rivoli. Mais en arrivant, la boutique est fermée depuis 1920. Il retourne au sous-sol du palais Garnier, trouve le vieux registre qu'Isabelle avait lu et commence à tourner chaque page. Il lit que non seulement Marguerite Fontaine, mais 7 autres actrices de 1889 à 1932 sont toutes mortes avec les mêmes symptômes, étouffées par la robe rouge. Et en dessous est écrit à l'encre rouge « La malédiction ne s'arrêtera que lorsque la robe sera brûlée dans le feu sacré. » Beaumont décide de brûler la robe. Il la sort de son bureau, mais en la tenant, la robe est chaude, comme une température corporelle. Il apporte la robe sur la scène, se prépare à la brûler, mais le lustre au-dessus tombe soudain, manquant de l'écraser. Il recule vers les coulisses, décide d'apporter la robe dans la cour arrière, où se trouve un vieux four pour brûler les costumes abîmés. Quand il sort dans la cour arrière, le ciel se met soudain à pleuvoir fort. Le vent souffle violemment. Le feu dans le four s'éteint continuellement. Il regarde la robe dans ses mains, voit sur le velours la forme du visage d'Isabelle apparaître puis disparaître. Beaumont, terrifié, jette la robe dans le four, verse de l'huile dessus, allume le feu. Le feu s'embrase et les cris de centaines de femmes résonnent dans les flammes. Le feu brûle toute la nuit. Et au lever du jour, Beaumont regarde dans le four, il ne reste que des cendres et un petit rubis rouge. Il se baisse pour ramasser le rubis, mais dès qu'il le touche, le rubis brûlant perce le gant et il le laisse tomber au sol. Le rubis roule vers l'égout pluvial, tombe dans le système d'égouts de Paris, disparaît dans l'obscurité. Et dans l'obscurité du système d'égouts, le rubis brille encore faiblement rouge, gisant en attente dans la boue. 6 mois plus tard, le palais Garnier rouvre. Beaumont a pris sa retraite anticipée. Il ne retourne jamais au théâtre. Céline devient la nouvelle primadonna de la troupe. Elle joue magnifiquement, mais ne porte jamais de robe rouge dans aucune représentation. Dans les archives du palais Garnier, on scelle la pièce qui contenait autrefois la robe rouge. Personne n'a le droit d'y entrer. Mais parfois, à minuit, le gardien entend un bruissement de velours venant de cette pièce, bien qu'il sache que la pièce est vide. Et quelque part à Paris,
dans une autre boutique d'antiquités à Montmartre, la robe de velours rouge apparaît sur un cintre, comme si elle n'avait jamais été brûlée. La nouvelle propriétaire essuie doucement la robe et le choker de rubis a été rattaché au col de la robe, brillant dans l'obscurité. Une jeune femme entre dans la boutique. Ses yeux s'illuminent en voyant la robe et la propriétaire sourit. Cette robe semble avoir été cousue spécialement pour vous. La jeune femme demande le prix, mais la propriétaire secoue la tête. Pas besoin d'argent. Il suffit que vous promettiez de la porter pour une occasion spéciale. La jeune femme hoche la tête, prend la robe pour partir, et quand elle sort, la propriétaire murmure « La malédiction ne s'arrête jamais. » Et ce soir-là, quand la jeune femme essaie la robe devant le miroir, le choker de rubis apparaît automatiquement à son cou, chaud comme une étreinte. Elle se sent plus belle que jamais, et une petite voix dans sa tête murmure « Tu seras la plus belle. » Isabelle est morte, mais la robe vit toujours, et elle continuera de chercher les femmes qui désirent être reconnues. Car la malédiction ne réside pas dans le velours, ni dans le rubis, mais dans le désir même de briller des êtres humains. Et quand les humains sont prêts à tout sacrifier pour être loués, la malédiction trouvera une nouvelle proie. Ne désirez jamais excessivement, car ce que vous désirez pourrait être le piège qui vous étouffe. Car le prix de la perfection n'est pas la gloire, mais votre propre vie. Et à Paris, où la beauté est pouvoir, la robe de velours rouge trouvera toujours la prochaine. Parce que les robes ne sont pas seulement des vêtements. Parfois elles sont des pièges, conçus à partir de malédictions et de l'avidité humaine.